Découvrez dans cette vidéo un traitement d'un portrait en noir et blanc du début à la fin dans Capture One. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Dans cette vidéo, je voulais rassembler deux précédentes vidéos que j'avais déjà réalisées. L'une était le traitement d'un portrait dans Capture One et l'autre était un traitement noir et blanc. Je vous avais juste montré basiquement l'outil noir et blanc, comment il fonctionnait. On va aujourd'hui essayer de lier un petit peu les deux vidéos et de voir comment on peut finalement traiter un portrait dans Capture One de manière à avoir un minimum de travail à faire par la suite dans Photoshop, même s'il s'agit d'un noir et blanc où on peut quand même faire passablement de choses dans Capture One. Pour commencer, je vais recadrer juste légèrement mon image, même si c'est pas forcément un traitement noir et blanc, enfin que c'est pas forcément grand chose à voir. On va quand même commencer par le recadrer légèrement. J'appuie sur la touche C de mon clavier pour avoir l'outil crop et je vais simplement redimensionner légèrement mon image pour avoir un cadrage un petit peu plus serré. Ce que je vais ensuite réaliser, c'est simplement faire les réglages de base. Pour ce faire, je vais me rendre dans cet onglet qui est celui d'exposition. Comme vous le voyez, lorsqu'on laisse le curseur assez longtemps sur les onglets, on peut trouver leur nom de manière à se rappeler aussi de quoi il s'agit. Celui-là, c'est logique avec l'histogramme et les petits ronds qui représentent les trois couleurs primaires. On va se rendre dans l'outil d'exposition et sur cette image-ci, j'ai pas forcément trop envie de toucher mon exposition, quoiqu'à la limite l'éclaircir légèrement pour essayer d'avoir le minimum d'informations qui touchent sur la partie gauche de mon histogramme, donc dans les ombres, parce que le but de cette image, ça va être de faire un noir et blanc relativement contrasté. Si je pars avec une image qui est déjà trop contrastée à la base, ou du moins où j'ai peu d'informations à droite et beaucoup sur la gauche, ça risque de poser problème par la suite. Je vais donc commencer avec une image qui est relativement bien ajustée, mais je vais pas non plus trop surexposer mon image de manière à quand même garder du détail partout. Je vais rajouter un petit peu de contraste, un tout petit peu juste pour avoir un peu plus de détails dans certaines zones et surtout pour avoir les zones claires qui ressortent un tout petit peu plus. La luminosité, à la limite, je pourrais l'ajuster un petit peu, ça sera un petit peu moins extrême que l'exposition et ça me permettra de récupérer du détail sur les tons moyens. La saturation, pour le moment, je ne vais pas y toucher. On va y revenir après quand la photo sera en noir et blanc, parce que vous allez voir quand on change la saturation d'une image, en fait, ça peut changer éventuellement les tonalités de l'image en noir et blanc, et du coup, ça peut avoir son intérêt. Les hautes lumières et les ombres, est-ce que ça vaut la peine de récupérer ou non? On va essayer d'activer les avertissements exposition et on voit qu'on a pratiquement rien qui est bleu, sauf peut-être ici dans les cheveux où on a quelques petites zones qui apparaissent en bleu et qui sont donc légèrement sous-exposées. Je vais donc le pousser très légèrement, mais pas forcément beaucoup, jusqu'à 5, ça sera pas mal. Je pense qu'on aura déjà récupéré une partie des détails. Après, s'il y a des zones qui sont noires, elles sont noires et forcément que ça va toucher le bas de mon histogramme. Ça, c'est normal. Je vais par la suite me rendre dans les niveaux, et les niveaux, ce que j'ai tendance à faire, c'est partir avec la valeur automatique pour la couche RVB. Ça me donne généralement les valeurs qui me conviennent. Maintenant, sur cette image, comme on le voit, elle est un petit peu trop radicale, et on va donc juste récupérer légèrement les tons clairs pour éviter qu'ils ne soient trop brûlés, et on va y aller avec les hautes lumières pour aussi récupérer un tout petit peu. Les zones sombres qu'on a débouchées auparavant, au préalable, on voit que maintenant elles sont de nouveau bouchées. On va donc juste redescendre un petit peu. Maintenant, comme je l'ai dit, ce qui est noir est noir et ce qui est blanc est blanc. C'est donc possible d'avoir sur certaines images des zones qui sont brûlées ou qui sont sous-exposées aux yeux du logiciel. Je vais désactiver mes avertissements d'exposition et je vais ensuite me rendre dans l'outil d'activation du noir et blanc. Les courbes, on va s'en occuper par la suite si on en a éventuellement besoin, mais pour le moment, on ne va pas trop y toucher parce qu'on veut éviter de toucher à la colorimétrie avant d'être en noir et blanc. L'outil noir et blanc se trouve donc dans la partie couleurs. Peut-être que ça sera contre nature pour certains, mais du moins, si vous voulez traiter les couleurs, c'est dans les couleurs qu'il faut se rendre. Et si vous voulez éviter de les traiter, c'est aussi là que l'on va donc activer le filtre noir et blanc. Le noir et blanc, par défaut, il est relativement fade. Enfin, du moins, à mon goût, il est très fade même. Ce que je vais commencer par faire, c'est changer la balance des blancs de mon image. En général, ce que j'aime bien, c'est simplement prendre une valeur de balance des blancs incandescente qui me donne quelque chose d'un petit peu plus contrasté, déjà sans avoir à régler quoi que ce soit dans mon filtre noir et blanc. Gardez à l'esprit qu'en changeant la balance des blancs, une chose que vous faites, c'est que vous faites un changement des couleurs de votre image. C'est-à-dire que vous changez le point blanc de votre image et que tout le reste des couleurs de l'image vont changer. Si maintenant je devais foncer les rouges, donc dans le filtrage de couleurs noir et blanc, on devrait se dire que logiquement certaines zones qui sont ici dans les ombres devraient être un peu plus foncées.
Comme vous le voyez, ça fait strictement rien. Alors c'est pas que Capture One ne fonctionne pas, c'est juste qu'en ayant changé le point de balance des blancs, on se retrouve avec une image qui est très bleutée. Très bleuté, et ça veut donc dire que l'on a extrêmement peu de tons qui sont dans les rouges et dans les jaunes, et qu'il vaudra mieux travailler avec la partie bleu sillon, avec éventuellement aussi du magenta et peut-être du vert. Le jaune et le rouge, on va très peu y toucher. Par contre, ça aura son utilité au moment où on emploiera les courbes, étant donné que ce sont les couleurs opposées à la plupart des autres qui sont sur l'image actuellement. Le rouge, à la limite, je peux l'éclaircir un tout petit peu, parce que comme vous l'avez vu auparavant quand j'ai juste désactivé le noir et blanc, c'est surtout la bouche qui est touchée, et donc je pourrais l'éclaircir un tout petit peu pour faire ressortir les lèvres par la suite par rapport au reste de mon image qui sera très contrastée. Donc je vais foncer légèrement le bleu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus marqué, un peu plus contrasté, mais je vais pas y aller trop fort non plus. Le but c'est pas de faire quelque chose de sorti d'un film d'horreur. Le sillon aussi que je vais foncer légèrement, et le reste on peut éventuellement regarder si ça fait quelque chose, mais comme on le voit, le vert ne fait rien, et le magenta extrêmement peu, à part autour du visage. Je vais foncer légèrement pour donner un tout petit peu plus de relief, et le bleu je vais encore le foncer un tout petit peu par rapport aux jeans pour avoir quelque chose de plus foncé. Je vais même encore ajouter ma balance des blancs pour avoir quelque chose d'un petit peu plus bleuté, et je vais la descendre légèrement, et maintenant on se retrouve donc avec quelque chose d'un petit peu trop foncé ici que je vais récupérer légèrement aussi. Ça me paraît pas trop mal, on a un bon point, les yeux sont peut-être un petit peu foncés à mon goût, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que je peux employer les réglages locaux par la suite pour récupérer légèrement les iris, et de manière à les faire ressortir plus que ce qu'elles ne ressortent actuellement. L'éditeur de couleurs peut aussi avoir son intérêt. En se rendant dans l'outil basique, on peut accéder un petit peu aux mêmes fonctionnalités que l'on avait avant, mais en saturant aussi les zones, ce qui peut apporter un petit peu plus de contraste ou un petit peu moins de contraste selon les goûts de chacun. Je vais pour ma part en rajouter un petit peu, autant dans le cyan que dans les tons un petit peu plus bleutés et violets, pour avoir quelque chose encore plus marqué. Une autre chose que je vais faire, c'est me rendre dans ton cher. Ça pourrait paraître un petit peu bizarre parce que d'une part, on n'a plus vraiment de ton cher sur notre image, et en plus de ça, on est en noir et blanc. Donc parler de ton cher alors qu'on a une photo en noir et blanc qui a une balance des blancs complètement faussée, ça peut paraître très bizarre, mais en réalité, on va quand même pouvoir s'en servir pour cibler certaines zones et éventuellement faire même ressortir un petit peu de détails, ou alors contraster encore plus notre image. Dans ce cas, ce que je cherche surtout à faire, c'est me limiter dans mon travail après dans Photoshop. J'ai donc envie d'essayer d'homogénéiser un petit peu les zones de luminosité qui sont sur le visage. Comme on voit ici sur la partie du visage où on a la mâchoire et la pommette, on a quelques irrégularités et on peut éventuellement les ajuster avec ces trois curseurs qui se trouvent ici. On peut commencer par ajouter la teinte. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que du coup, comme on a une image qui a maintenant des tons très bleus, si elle est en couleur, si je touche la teinte ici, on va se retrouver avec un pantalon qui va perdre aussi de sa dimension parce qu'il va aussi être uniformisé. Donc le but, c'est d'être très doux dans ces réglages, de manière à ajuster les tons qui sont aussi très doux sur le visage. Je vais changer la luminosité, la saturation et la teinte très légèrement. Le principe pour les trois est le même. Si je les ajuste trop, je vais avoir toute l'image qui va bouger et c'est pas le but, étant donné que tout est bleu. Si je m'amuse à bouger tout ce qui est bleu, ça va pas forcément marcher pour nous. Je vais retourner dans l'onglet des courbes, donc dans l'onglet d'exposition et ensuite dans l'outil courbe, et je vais essayer de jouer un petit peu avec mes courbes pour voir ce que je peux obtenir. Sur ce genre d'image, c'est qu'en général, avec cette balance des blancs, je peux y aller avec le vert pour booster légèrement les tons clairs. Et dans les bleus, si je veux par contre avoir quelque chose d'un peu plus contrasté, ça me paraît assez pratique et un petit peu plus logique, étant donné que le bleu, donc si on l'augmente, on a plus de contraste parce qu'on a foncé le bleu avant ici dans notre outil noir et blanc. Donc comme il est foncé, si on va rajouter du bleu, on va avoir une image qui sera plus foncée, plus contrastée au final. On va donc rajouter un petit peu de vert ici dans les tons plus clairs pour avoir quelque chose qui va nous permettre de faire ressortir vraiment la zone hantée du visage. Et à l'inverse, ici, le bleu, on va l'enlever, ou plutôt le rajouter légèrement dans notre image, mais dans les tons moyens, de manière à foncer cette pommette que j'aimerais bien marquer un petit peu plus. J'essaie même de rajouter du magenta, voir si ça nous fait une différence ou non. Je vais éviter de trop toucher les tons foncés, parce que les tons foncés sont déjà très foncés, et ce serait un petit peu malvenu de boucher complètement notre image. Le réglage ici est peut-être un petit peu extrême, on va diminuer légèrement, jusqu'à ce que l'on trouve quelque chose qui nous plaise.
Avec les courbes, si vous savez pas forcément ce que vous faites, n'hésitez pas à essayer de les bouger en haut, en bas, surtout en ayant une balance des blancs donc un petit peu changée. On peut avoir des fois des surprises lorsque l'on bouge une courbe d'une manière ou d'une autre, et ça peut donc avoir son intérêt d'essayer de jouer un petit peu avec jusqu'à ce que l'on trouve le réglage qui correspond à l'image que l'on est en train de traiter. Vaut mieux passer du temps à traiter une image de manière correcte, surtout ces réglages basiques que l'on peut ensuite copier d'image en image, que de perdre du temps à essayer de retoucher rapidement une image pour ensuite toutes les traiter. Si vous prenez le temps sur une image et que vous copiez-collez les réglages sur toutes les autres, vous allez voir que vous allez gagner un précieux temps, et surtout la qualité des images n'aura rien à voir. En l'occurrence, je suis relativement content du résultat pour le moment. Je vais augmenter légèrement les tons clairs et laisser tout le reste au niveau où c'était. Je vais donc rajouter des points pour éviter que ça ne bouge trop. Et là, ça me paraît pas trop mal. J'ai donc rajouté un petit peu de cyan dans les tons moyens de manière à foncer légèrement les tons moyens, rajouté un petit peu de rouge de manière à éclaircir les zones les plus claires. On a rajouté aussi un petit peu de vert de manière à avoir des zones claires aussi un tout petit peu plus claires, et ensuite le reste n'a pas trop été touché. J'ai juste relevé légèrement les zones foncées aussi pour éviter qu'elles soient bouchées, et dans les bleus, j'ai rajouté un petit peu de bleu dans les tons moyens pour avoir un peu plus de contraste. À noter que l'on peut aussi le faire avec la couche RVB, pratiquement tout, ou avec la couche Luma si on souhaite. La seule différence, c'est que l'on n'a pas forcément la possibilité d'ajuster chaque canal de manière indépendante, et que du coup les réglages sont peut-être un petit peu moins fins. Mais bref, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez toujours employer uniquement la courbe RVB et Luma, ou Luma, et les niveaux pour essayer d'obtenir une image un peu plus contrastée. Pour ma part, je préfère travailler avec les 3 courbes et passer un petit peu de temps à essayer de trouver les réglages qui conviennent à ce que je souhaite faire. La clarté, je vais en rajouter très légèrement, mais le but ici, c'est pas d'en rajouter trop. Le problème, si vous rajoutez trop de clarté avant de passer dans Photoshop, c'est que vous allez faire ressortir tous les petits détails, et le souci, c'est que plus on voit de détails, et plus il y a de détails à retoucher. Alors c'est important d'avoir du détail, je vous dis pas de flouter, et surtout pas d'employer de la clarté négative ici, parce que ça fait des espèces de photos des années 80, c'est un peu dépassé. C'est mieux d'en rajouter, mais allez pas non plus en rajouter au maximum. D'une part, ça fait des effets qui sont pas forcément très flatteurs pour notre modèle, et en plus de ça, ça va faire ressortir absolument tous les petits détails au moment de la retouche, et c'est vraiment pas très pratique à retoucher. Vous allez passer énormément de temps, soit avec l'outil correcteur, soit avec le tampon, ou alors avec la séparation de fréquences, et c'est pas le but. Je vais augmenter un petit peu la structure pour avoir une clarté qui soit un peu moins globale, mais un peu plus sur le détail. Le vignettage, je vais peut-être en rajouter très légèrement, mais presque rien. Le rajouter en négatif, donc pour essayer de recentrer un petit peu l'œil de la personne qui va regarder mon image sur le modèle et pas trop sur le fond. Et ensuite, on va se rendre dans les prochains onglets. Correction de l'objectif, personnellement, j'ai tendance à la laisser désactivée. J'aime bien avoir, à part l'aberration chromatique que je laisse corriger automatiquement, mais le reste, j'aime bien le caractère de chacun de mes objectifs, et du coup, j'ai tendance à laisser désactiver. Le cadrage, on l'a déjà fait, donc ici, je ne vais pas forcément toucher grand-chose. On va par contre se rendre dans cet onglet de la petite loupe qui est pour certaines choses un peu plus détaillées, on va dire, avec notamment l'accentuation. L'accentuation donc qui permet de rajouter ou gagner un petit peu en netteté sur notre image. Là encore, je vais me rendre sur l'œil pour qu'on puisse voir comment c'est. Comme on peut le voir, c'est déjà relativement net. Maintenant, je pourrais éventuellement en rajouter en poussant un petit peu la valeur vers la droite. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est comme je vous le disais avant, avec la clarté, comme vous le voyez, ici on a maintenant les zones qui sont irisées qui ressortent plus que ce qu'elles ne ressortaient avant. Sur cette image, c'est pas un problème, on a une modèle qui a une peau relativement propre et je sais qu'il n'y aura pas grand chose à nettoyer, et du coup je peux me permettre d'augmenter un petit peu la netteté. Maintenant, si j'ai une peau qui est relativement abîmée, je vais éviter de rajouter de la netteté avant de retoucher, ça pourrait poser des problèmes. Surtout, j'évite de rajouter de la netteté si je ne sais pas le support de sortie final. Ça peut arriver des fois que pour certains clients, on a des photos à retoucher et qu'on ne connaisse pas le support de sortie final. Il vaut mieux éviter de rajouter trop de netteté, parce que si c'est pour certains formats ou pour du web et que ça doit être redimensionné par la suite, en ajoutant trop de netteté, elle pourrait être encore plus accentuée au moment de l'export et au moment du redimensionnement, et du coup ça peut être plutôt à l'encontre de l'image qu'autre chose. On va donc en rajouter un petit peu pour cette image-ci. Je sais que ça sera de l'emploi web uniquement, mais je vais éviter par contre d'en trop en rajouter, pas que ça non plus, que ça casse mon image. Réduction du bruit, c'est en studio, j'espère que j'étais pas en train de shooter à ISO 3200, sinon il y a de quoi se poser des questions. Et ensuite on a grain du film. Sur mes images en noir et blanc, j'aime relativement bien rajouter du grain. Je vais le faire sur cette image pour vous montrer. Par contre, ce que je fais en général, c'est que je réimporte mon TIFF dans
dans Capture One et que je l'applique à la fin. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que Capture One applique relativement bien le grain, à mon goût mieux que Photoshop et son outil bruit, même s'il a des astuces pour faire un petit peu mieux marcher cet outil dans Photoshop. On en parlera une prochaine fois, mais la raison pour laquelle je le fais vraiment après dans Capture One, c'est simplement qu'au moment où on va employer l'outil tampon ou l'outil correcteur dans Photoshop, si on a déjà du grain sur notre image, du grain assez marqué, on pourra peut-être avoir quelques soucis et ça se verra aussi, enfin surtout que ça se verra un petit peu plus au moment de la duplication de certaines zones où le grain paraîtra exactement similaire et ça se verra vraiment beaucoup plus que s'il n'en avait pas. C'est donc une des raisons pour laquelle je rajoute le grain par après. Le grain, personnellement, j'aime bien quand c'est, surtout pour du noir et blanc, quand c'est un grain qui est relativement épais, qui est vraiment dur ou qui est gros, et donc j'aime bien employer soit grain dur, soit grain tabulaire. Tabulaire, généralement, fonctionne bien avec l'impact qui permet de rajouter donc le grain sur notre image et la granularité qui va nous permettre d'ajuster aussi légèrement on va augmenter et la granularité donc qui permet d'augmenter la taille de notre grain sur l'image. Éviter d'y aller comme un bourrin, c'est pas forcément un outil à employer de manière grasse, on va dire, c'est un peu comme la clarté. Il faut en mettre un petit peu juste pour donner peut-être un côté un peu plus analogique à l'image, mais on va pas non plus essayer d'en rajouter pour donner un truc qui fasse archi faux. Mettez-en un petit peu, ça permettra aussi d'éviter l'éventuel banding au moment de la compression web, par exemple si vous passez sur Facebook. Ça peut être un avantage par rapport à ça, mais évitez d'en rajouter trop, c'est pas forcément très glamour. Ce qui me restait éventuellement à faire sur cette image, ce serait aller dans les réglages locaux et je pourrais m'amuser avec l'outil pinceau. Je vais en faire juste un pour vous montrer une des choses que je ferais. Ce serait simplement pour les iris. Donc comme j'aime toujours bien renommer mes calques pour savoir de quoi il s'agit, une exposition à +1 et un contraste que je vais aussi augmenter légèrement parce que quand on bouge l'exposition, généralement le contraste s'ajuste aussi. En étant maintenant zoomé, je vais prendre mon pinceau, donc touche B de mon clavier, et je vais faire un petit clic droit pour ajuster sa taille. La taille ici, elle est peut-être un petit peu trop grande, je vais donc la diminuer légèrement. Je vais employer l'aérographe et je vais utiliser les niveaux de pression. J'emploie ma tablette Wacom, ça m'aide un petit peu quand même à retoucher de manière un peu plus propre qu'une souris, et ça a son importance. On en parlera d'ailleurs aussi, parce que je sais que pas mal de gens retouchent encore avec des souris et ne comprennent pas forcément l'intérêt d'une tablette, et il est énorme. On va peindre donc légèrement, comme vous l'avez vu, opacité et flux relativement léger, opacité à 50, flux à 7, et comme ça je vais pouvoir repasser plusieurs fois. Si vous voulez voir ce que vous faites, parce que peut-être que les réglages sont très faibles, vous pouvez toujours appuyer sur M de votre clavier pour afficher le masque. Et ça affiche en rouge ici où vous avez déjà passé. Je vais donc juste passer en dessous sur le bas de l'œil, donc sur l'iris. L'astuce en général pour éclaircir l'iris, c'est de le faire à l'endroit opposé de la petite catchline, donc du reflet spéculaire dans l'œil. Ici, comme vous voyez, il est sur le haut, donc je vais le passer sur le bas. S'il était un peu sur le côté, je ferai plus ici sur le côté opposé de l'œil. Je vais renforcer d'ailleurs le petit reflet spéculaire, comme vous l'avez vu, j'ai passé donc l'opacité et le flux à 100 et je passe juste sur le point de manière à ce qu'il ressorte un petit peu plus. Je vais dézoomer et là ça me paraît déjà un petit peu mieux. Là encore, pour beaucoup de gens peut-être ça paraîtra trop léger, pour ma part ça me suffit amplement, le but c'est juste de faire ressortir un petit peu et vraiment que ça reste le plus naturel possible. Il y a encore quelques petits détails que je pourrais éventuellement faire, comme on voit le pantalon qu'elle avait avant de mettre celui-ci a laissé quelques petites traces ici, mais elles sont assez larges et du coup je pourrais même les corriger avec du Dodge and Burn sur Capture One plutôt que de le faire dans Photoshop. En l'occurrence je vais le faire plutôt dans Photoshop je pense, donc je vais pas forcément le faire maintenant. Certaines zones sur le visage aussi de même qui pourraient mériter quelques petits ajustements avec du Dodge and Burn. Le petit trou du piercing qui va être tiré par la suite dans Photoshop et après on verra s'il y a peut-être un petit nettoyage de peau à faire, mais c'est plus ou moins tout ce que je ferai sur cette image. Si vous devez avoir des questions par rapport à mon traitement noir et blanc, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne de manière à avoir les informations lorsque de prochaines vidéos sortiront. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à bientôt.